Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les travaux de la commission de la culture présidée par la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly qui, avec le rapporteur, le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Leleux, se penche ce matin sur le projet de loi relatif à la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, un texte qui a été présenté par la ministre de la Culture Fleur Pellerin à l'été, qui a fait l'objet d'une adoption par l'Assemblée nationale au mois d'octobre et qui va être examiné en première lecture par le Sénat au mois de janvier. La semaine dernière, les sénateurs se sont déjà penchés sur la question de la musique et notamment sur la question du partage des droits alors que le monde de la musique est bouleversé par l'irruption du numérique. Ce matin, ils s'intéressent à l'architecture. C'est le deuxième pan de ce projet de loi, texte qui remet l'architecte au cœur du processus de création, l'architecte qui pourra voir son nom apposé sur les édifices qu'il aura élaborés. Également, ce texte met en place un permis d'expérimenter. Alors, si les architectes saluent les avancées de ce texte, ils estiment en revanche que l'architecture n'a pas une place assez importante dans le projet de loi. Tout de suite, donc, retour à cette audition qui se tient en ce moment même au Sénat. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous allons donc ouvrir cette table ronde sur les dispositions relatives à l'architecture du projet de loi numéro 15 adopté par l'Assemblée nationale et relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Et nous avons le plaisir d'accueillir un certain nombre d'intervenants. Monsieur Paul Chemetov, Mesdames Christine Edekins, je ne vais pas écorcher votre nom, Madame Lucie Ninet, qui sont tous trois membres du groupe de réflexion développé de la stratégie pour l'architecture, Mesdames Catherine Jacot et Madame Isabelle Moreau, directrice des relations extérieures. Madame Jacot est présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Madame Marie-Françoise Manière, présidente, et Monsieur Lionel Carly, vice-président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, et Messieurs Johan Froliger, président, et Monsieur Pierre Petropawlowski, trésorier au syndicat de l'architecture. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, je vais vous laisser quelques minutes pour nous donner votre avis. Ensuite, nos deux rapporteurs vous poseront un certain nombre de questions et mes collègues ne manqueront pas aussi de vous interroger. Alors, je vais peut-être, Monsieur Chemetov, vous donner en premier la parole. Oui, bonjour. Alors que la loi dit que l'architecture est d'intérêt public, que les journées du patrimoine témoignent pour les bâtiments anciens et modernes de l'engouement des Français, et que le patrimoine architectural et donc la création qui le sous-tend sont une des raisons de l'attrait touristique de la France et singulièrement de la capitale, nous trouvons dans une situation curieuse où, si je prends comme comparaison les médecins, les architectes sont formés par l'État, diplômés par l'État, et en France, nous nous trouvons dans une situation où le tiers des prescriptions médicales ne serait donné que par les médecins, les deux tiers laissés, dans le meilleur des cas, aux laborantins, aux pharmaciens, aux gourous, aux fakirs et aux rebouteux de toutes sortes. Et cette situation est encore aggravée. Imaginez que depuis les lois Boutin et Warsmann, l'attribution des marchés publics pour le logement, c'est quand même la première maison de culture des habitants de ce pays. Et pour les espaces publics, ce sont les espaces qui sont partagés par tous, sont donnés dans les attributions au moins 10 ans. Imaginez qu'on recrute le corps médical des hôpitaux sur celui qui fait l'offre d'honoraires la plus faible ou l'offre de salaire la plus faible. Nous trouvons dans une situation donc assez aberrante et je pense que on ne va pas tout de suite parler des solutions, mais des récentes
avancées ou prétendues avancées, comme le passage du seuil de recours à l'architecte de 170 à 150 mètres carrés, c'est vraiment un cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que l'an dernier, 100 000 pavillons construits en France ont échappé à tout contrôle architectural. C'est le tiers de ce qui s'est fait. Et s'il n'y a pas longtemps, le journal Télérama parlait de comment la France est devenue moche, en voilà une des raisons. J'en ai fini. Tous les trois traité la question du développement de l'architecture dans le cadre de la stratégie nationale pour l'architecture. Je voulais m'attacher plus particulièrement à la question de la demande d'architecture. Qui aujourd'hui reste assez disparate, en particulier dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage privée, mais aussi maîtrise d'ouvrage public. En fait, on voit une demande d'architecture basée sur des niveaux de connaissance de la discipline assez divers et une assez forte disparité entre l'Île-de-France et les régions, avec des procédures qui sont basées sur la loi MOP, la loi maîtrise d'ouvrage public, interprétées de manière très différente suivant les maîtrises d'ouvrage publiques. La question des procédures est très importante puisque le concours d'architecture est la procédure qui fait valoir au maximum la création et la recherche dans ce champ disciplinaire, bien plus que d'autres procédures qui sont basées davantage sur la comparaison des prix et qui favorisent le dumping, et donc qui n'ont pas, dans ce cadre-là, de possibilité de faire évoluer la création et ce champ disciplinaire. Bien évidemment, la question des missions qui sont effectivement données aux professionnels est très importante également, puisque la création architecturale peut s'exprimer dès lors que l'ensemble des compétences sont confiées pour assurer la réalisation de bâtiments et d'édifices et d'espaces publics avec le maximum de compétences pour faire valoir une qualité de détail et le conseil au client, ce qui est extrêmement important, en particulier dans la maîtrise des coûts. Et donc, je voulais également faire part du fait que le champ disciplinaire de l'architecture dans le texte de loi apparaît assez étonnamment à l'écart des autres champs de la création, puisque tout champ disciplinaire vivant doit comporter un volet création, un volet diffusion et un volet patrimoine. Or, dans la structure du texte, il apparaît que l'architecture est plus inscrite dans la question uniquement du patrimoine, et donc c'est de notre point de vue un problème, puisque l'architecture est un secteur économique à faire valoir et à développer tout autant que les autres. Merci. Dans le cadre de notre travail, je mettrai en valeur plusieurs points. Effectivement, comme l'a souligné Christine, l'importance du concours architectural dans lequel la commande publique doit être exemplaire, qui est gage de qualité et qui est aussi nécessiterait effectivement d'être remis de façon pérenne et qui permet aussi aux jeunes d'accéder à la commande.
car c'est une procédure voilà, de sélection et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on a proposé aussi de revoir quelques mesures. La deuxième chose, c'est le travail sur la structuration professionnelle, à la fois des agences qui évoluent avec un grand nombre d'intervenants dans la maîtrise d'œuvre aujourd'hui, beaucoup plus important qu'avant, et qui doit se préparer aussi et savoir gérer des nouvelles commandes plus larges, qui remettent l'architecte au centre du processus, qui peut tout à fait répondre à la fois côté maîtrise d'ouvrage public ou privé, qui peut aussi faire la programmation et suivre en aval aussi les opérations, comme accompagner les projets coopératifs ou les nouvelles commandes qui émergent de la société civile, et les agences doivent se structurer pour ça. On a aussi insisté sur le rapport de l'architecte avec les maîtrises d'ouvrage privées, qui doit être structuré pour ne pas laisser pour que la qualité architecturale soit maintenue. Et enfin, on avait aussi parlé du rôle de l'architecte qui, aujourd'hui, sous la tutelle du ministère de la Culture, doit pouvoir aussi dialoguer avec les autres ministères, le logement et l'écologie notamment. De l'ordre des architectes. Oui. Donc, en ce moment, enfin, il y a quelques mois a été votée une loi sur la transition énergétique, qui est un enjeu absolument majeur et dont les territoires et l'aménagement des territoires et le bâtiment sont complètement partie prenante dans la mesure où ils représentent une part importante à la fois de la consommation d'énergie et de l'émission des gaz carboniques. Donc en cette période de COP21, l'aménagement du territoire et la qualité des bâtiments sont au premier plan. D'autre part, constat est fait que l'aménagement du territoire ne donne pas toujours les meilleurs résultats, satisfaction, notamment en périphérie des bourgs, avec des bourgs ruraux qui sont souvent délaissés, abandonnés, au profit de quelques lotissements qui sont souvent construits sur des terres naturelles en périphérie de ces bourgs, nécessitant des déplacements, la possession pour les ménages, d'avoir la nécessité pour les ménages d'avoir 2, voire 3 véhicules. Donc, faisant constat de tout cela, nous pensons, les architectes ont pensé, mais pas seulement nous, puisque quelques parlementaires l'ont voté, qu'il était indispensable d'améliorer à la fois l'aménagement des territoires en périphérie de ces bourgs et des villes et des métropoles de France, et pour cela qu'il était peut-être nécessaire de mettre de l'architecture dans la construction de la maison individuelle, qui représente 40% du logement en France, et qui, pour le moment, les architectes intervenant à peu près sur 3 à 5% de ces constructions. Donc, 3 amendements ont été portés et votés lors du passage au Parlement. D'une part, l'intervention de l'architecte pour établir le projet architectural, paysager, environnemental dans les permis d'aménager des lotissements, ce que nous pouvons penser comme tout à fait allant dans le sens d'une amélioration de cette architecture qu'on peut dire ordinaire, mais qui est tout de même fondamentale pour nos paysages et pour les paysages français. Donc cette intervention de l'architecte obligatoire, sans exclusive des autres professions, mais simplement la profession d'architecte est réglementée, donc elle peut s'inscrire dans la loi. Et nous avons d'autre part tout à fait approuvé la fixation du seuil d'intervention de l'architecte à 150 mètres carrés de surface de plancher, même si ce n'est pas déterminant, c'est fortement symbolique, mais néanmoins, ça nous semble être simplement un retour à ce qui était avant 2012, puisque vous savez que le passage de 150 à 170, enfin de 170 mètres carrés à 150, ces fameux 20 mètres carrés représentent à peu près la différence qu'il y a dans le calcul d'une surface hors œuvre et d'une surface de plancher, puisque ce sont les murs qui sont déduits. Donc c'est simplement un retour à 2012, ce n'est pas non plus une avancée extraordinaire, mais ça nous semble important que la puissance publique marque ce désir pour les maisons d'une certaine taille, au moins, d'avoir la présence d'un architecte obligatoire. Et d'autre part, un troisième amendement que nous approuvons tout à fait, qui est donc le permis simplifié, en ce sens où, quand pour des
petit projet, c'est-à-dire sous les seuils, hein, un architecte dépose un dossier de permis de construire, eh bien, nous avons jugé que c'était une mesure de simplification, à la fois pour le service instructeur, puisqu'il est assuré d'avoir la compétence d'un professionnel, d'autre part, simplification pour le particulier, puisque les délais seraient réduits de moitié, le délai d'instruction, puisqu'en fait, il suffit quasiment de vérifier la complétude du dossier. Voilà. Il faut savoir que on estime à plus de la moitié hein, les permis de cette taille, concernant des constructions de cette taille, étant donné comme tacites, puisque les services instructeurs, il faut bien le dire, sont très chargés. Voilà, donc ces trois mesures sont, nous semble-t-il, alors la dernière étant aussi pour le particulier, me semble-t-il, une façon d'inciter le public qui malheureusement ne connaît pas toujours très bien notre discipline à aller vers l'architecte. Je me réfère également au rapport du ministère du Logement et du ministère de la Culture qui date de 2013 ou 2012, indiquant tout à fait clairement, de façon extrêmement argumentée, que le recours à l'architecte ne traîne pas de surcoût. Il faut bien comprendre que quand on fait appel à un constructeur de maisons individuelles, si on cumule l'ensemble des coûts, il n'y a pas de surcoût à employer et à travailler avec un architecte. Voilà. Bon, sur ce secteur de la maison individuelle, voilà ce que je voulais dire. Il y a d'autres sujets que je vais laisser. Mais... Merci, madame. Madame Moreau, vous souhaitez compléter? Non? Je passe donc la parole à madame Manière. Bonjour. Donc, je voulais, au titre de l'UNSFA, donc des syndicats d'architectes, nous soutenons évidemment toutes les propositions qui ont été faites par les parlementaires en première lecture. Nous avons quelques petits compléments à apporter. Donc sur les concours, Lucie Linet en a déjà parlé. Je voudrais simplement ajouter qu'il y a aussi une déformation, une perversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de collectivités mettent à disposition des terrains ou du foncier pour des promoteurs. Et du coup, il n'y a plus de concours. Ces ensembles d'aménagements ne sont même pas uniquement sur des logements, mais vont bien au-delà, ils sont aussi sur des équipements publics par moment. Donc là, on voudrait que dès qu'il y ait en fait des fonds publics, fonds de collectivité, on remette des procédures de type marché public. Pour le deuxième point, il s'agit des signatures de complaisance. Donc il y a un article qui a prévu une procédure. Quand l'instructeur a un doute, il faut qu'il appelle l'ordre régional. Nous, on va plus loin. En fait, on souhaite qu'on fasse ce qui se passe comme d'autres pays, comme le Luxembourg, par exemple. En fait, l'architecte demande un numéro, signale à son ordre régional qu'il va déposer un dossier de permis de construire. L'ordre régional lui donne un numéro. Ce numéro est reporté sur le formulaire CERFA de permis de construire. C'est beaucoup plus rapide pour les instructeurs. C'est pas compliqué pour l'ordre des architectes. Et au moins, il n'y aura plus de signature de complaisance. Il n'y aura plus autre chose qui est très grave, c'est que nous, on a constaté qu'il y avait des fausses signatures. C'est-à-dire qu'on est architecte au nord de la France et on se retrouve avec des permis de construire déposés dans le sud de la France parce qu'en fait, les gens ont été sur nos sites, piqué nos logos, et signe les permis de construire. Donc en fait, les clients ne sont absolument pas protégés. Nous n'est pas au courant, pas assurés bien sûr, pour ces permis de construire. Donc c'est un moyen simple, pas coûteux, de combattre ce genre de signature. Et la dernière chose, je voudrais revenir sur les contrats globaux. Donc on en parle à l'article, je crois que c'est un des derniers, sur le code RCC, c'est ça. Donc en fait, c'est au niveau des conceptions-réalisations avec entretien et maintenance. Donc en fait, cet article a été rajouté pour limiter un peu la portée de l'article 34 de l'ordonnance. Donc on est d'accord pour en limiter fortement la portance. Nous, l'UNSFA, on est tout à fait contre les contrats globaux parce qu'en fait, il faut savoir qu'on estime que la seule indépendance de la maîtrise d'œuvre et donc de l'architecte permet de défendre son client. Quand on est payé en gros, en fait, un contrat global, ça veut dire qu'on est payé par l'entreprise. Donc on ne peut plus défendre les intérêts de son maître d'ouvrage, c'est bien clair. Donc on voudrait que les contrats globaux soient vraiment limités à leur strict minimum et que soit remis partout où c'est possible de la loi MOP à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur Froliger. Oui, voilà. Donc je vais vous lire un petit discours. La loi sur l'architecture de 1977 a prévu la création des CAUE, Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Au-delà de la création d'une instance, il s'agissait alors de consacrer la notion d'architecture d'utilité publique et par extension d'architecture pour tous.
L'architecture pour tous est un acquis et un droit que la loi sur l'architecture structure et organise. Il ne s'agit pas de définir les privilèges d'une profession, mais d'en déterminer les devoirs à l'égard de tous les candidats à la construction et des collectivités locales. Les CAUE assument par leur fonctionnement et leur socle législatif une mission de service public dont l'utilité et la portée ne peuvent être démenties au cours du temps. Pour les collectivités locales, outre l'assistance technique, ils forment et sensibilisent les élus et leur personnel à la qualité architecturale, proposent et induisent des aménagements paysagers et architecturaux, révèlent parfois les qualités profondes d'un paysage ou d'une architecture vernaculaire. Pour les candidats à la construction et face à une offre trop souvent industrielle, ils répondent, orientent les demandeurs dans le parcours parfois complexe du projet de construction. Ils sensibilisent aux notions fondamentales de paysage et de transition écologique. Pour les architectes, les CAUE demeurent des interlocuteurs de qualité en résonance avec l'obligation d'architecture pour tous. Les CAUE organisent le dialogue entre les collectivités locales, les particuliers et les architectes. Si la loi de 1977 définit le rôle des CAUE, le contexte contemporain, législatif, social et culturel implique une mutation de son offre. La réforme des collectivités locales exige une vigilance toute particulière sur le devenir des territoires et notamment sur les questions d'urbanisme, d'architecture et d'environnement. Le déploiement des services de CAUE à l'échelle départementale en font l'outil de référence pour l'assistance des collectivités dans leurs démarches et leurs projets, spécifiquement dans le contexte rural ou semi-urbain. En effet, l'architecture s'inscrit définitivement et durablement dans des notions modestes, quotidiennes, en prolongement du territoire dans lequel elle s'inscrit. Les CAUE doivent alors avoir leur mission confirmée et confortée. De même, ils doivent organiser et proposer leurs services aux collectivités de manière plus ouverte, plus participative et plus collaborative. Le statut d'association offre aux CAUE de nombreuses opportunités de déploiement, dont certains sont déjà inscrites dans le projet de loi CAP, dont l'agrément pour la formation des élus et du personnel des collectivités locales. De même, pour les candidats au projet, dont le profil doit et peut être étendu aux particuliers, mais aussi aux artisans, aux agriculteurs et aux TPE. Le recours au CAUE soit plus systématique par une diffusion plus large des missions et services des CAUE. L'architecture n'est pas la plus-value artistique d'un projet technique, mais la discipline, la compétence qui organise le projet et le rend visible et concret dans le paysage et dans le tissu urbain. La fonction que la loi a conférée à l'architecture et aux architectes, c'est de la produire et de défendre l'architecture. La loi a prévu le recours systématique de l'architecte pour chaque projet. Cependant, celui-ci est engagé à partir d'un certain seuil, 150 mètres carrés désormais, pour les particuliers. L'offre massive de la construction individuelle a introduit la particularité du recours à l'architecte, détournant la loi de son objet. Si on peut comprendre et même promouvoir l'autoconstruction en dessous de certains seuils, on ne peut que regretter la systématisation des modèles de maison, l'abandon des architectures vernaculaires, le mépris des compétences des entreprises de bâtiments, au profit d'une production qui ne s'inscrit ni dans la tradition de la construction, ni dans l'intérêt public. En considérant l'architecte comme un mal réglementaire et l'architecture comme un produit de luxe, cette pratique systématique a déstabilisé une profession en le reléguant à un rôle quasi exclusivement administratif et a défiguré nos paysages, nos villages, nos bourgs. Notre profession souffre aussi en son sein d'habitudes malsaines consistant à valider des projets et à les déposer en notre nom sans en être les auteurs, le permis de complaisance. Il nous appartient, à nous les organisations et à l'ordre des architectes, à réguler cette pratique en tendant à la bannir et en appliquant les mesures disciplinaires ad hoc. Cependant, les pouvoirs publics, et notamment les services instructeurs, peuvent contribuer à cette vigilance en présumant des agissements de certains et de les communiquer à l'ordre régional pour enquête, le cas échéant. L'implication des architectes dans la société contemporaine ne peut être déniée, et même dans le registre modeste, et de même le registre modeste et quotidien dans lequel ils exercent désormais leur métier, en font une profession de référence et de confiance, tant pour les pouvoirs publics que pour la société entière. Merci. Monsieur Petro-Pawlowski, vous souhaitez compléter ? Bien. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, merci de vos interventions. Je vais passer tout de suite la parole à nos rapporteurs. Madame Ferrat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants ici présents ce matin, déjà pour leur présence et la qualité de vos interventions, la précision, la concision avec laquelle vous avez nous avez fait partager vos remarques. Je viendrai déjà dans une question d'ordre un petit peu général. D'une manière large et partagée, considérez-vous que le projet de loi accorde une place satisfaisante à l'architecture? J'ai bien entendu les différents points de vue.
Et sa première version comportait peu de dispositions en la matière. Quel regard portez-vous de manière générale sur les dispositions qui ont été introduites à l'Assemblée nationale? J'ai bien entendu, monsieur, mesdames, vos remarques en termes de création qui semblent manquer, écartées même, avez-vous dit, de ce texte-là. Question relative à l'architecture. Quel regard portez-vous sur le label pour le patrimoine récent que vise à créer l'article 26? Et cela vous paraît-il pertinent de consacrer dans la loi ce label qui aujourd'hui relève d'une circulaire? Et surtout, quel sera son intérêt si la méconnaissance de l'obligation d'information est sans conséquence? Madame Jacot, vous nous avez fait partager votre vision sur l'abaissement du plancher à 150 mètres carrés. J'ai bien retenu que nous étions revenus finalement à une disposition initiale, qu'il n'y avait pas de bouleversement particulier. Et ce besoin de recourir aussi pour accompagner l'architecte d'un urbaniste et sans doute d'une équipe en capacité d'apporter aussi un point paysager, comme cela a été proposé par le rapport Thuot. Je viens maintenant à l'instruction des permis de construire. Vous nous avez dit, madame, que finalement ce délai vous paraissait intéressant en termes d'exécution. On peut l'entendre, simplement, je crois qu'il convient aussi à cet instant de se remettre un peu dans le cadre des situations locales. Alors, autant dans les services municipaux, il y a des services instructeurs qui sont déjà rodés, qui traitent les dossiers au fil du temps sans aucune difficulté. Autant, et là je parle au nom des communes rurales que je connais bien, enfin celles de mon département, je n'ai pas la prétention de partager cela avec les collègues, nous avons été depuis quelques mois dépossédés des services instructeurs de la DDE, pour le dire très simplement. Nous sommes en pleine restructuration des intercommunalités. Nous avons à mettre en place de nouveaux services dont nous ne savons pas aujourd'hui si ce seront des services partagés avec d'autres structures, si ce seront des services que nous intégrerons à nos propres structures. Et donc ce délai ramené à 1 mois nous semble pour le moment impossible à tenir. Et je comprends bien aussi que ce peut être une mesure pertinente pour encourager le recours à l'architecte. Quel regard, mesdames, messieurs, portez-vous sur les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage public? Je parle là du 1% artistique qui vous parle sans doute au cœur. Les modifications des modalités de concours, vous les avez évoquées. Sur la question complémentaire qui concerne ces concours, justement, que pensez-vous de la mention de la phase de dialogue? Pour l'avoir pratiqué moi-même dans mon département, le dialogue arrive toujours en fin de parcours, ce qui laisse à la commission d'appel d'offres, par exemple, tout loisir de choisir sans avoir d'a priori d'aucune sorte, qu'elle soit positive ou négative. En ce qui concerne l'expérimentation en matière de normes, qui peut, pour le coup, interpeller les parlementaires, faudrait-il en étendre le champ aux logements sociaux, par exemple, ou bien en circonscrire la portée qui, si elle n'était pas menée telle que définie, pourrait avoir quelques répercussions tout à fait particulières. Monsieur Froliger, vous avez mené un plaidoyer fort intéressant sur les CAUE et je viens vers vous pour terminer cette première salve parce que je ne veux pas aller vraiment trop loin dans ces questions. Madame Manière, vous avez évoqué les signatures de complaisance dont nous avons connaissance, bien évidemment. Les élus locaux s'interrogent beaucoup sur ce qui serait dans cette loi et qui leur donnerait ce pouvoir, entre guillemets, dont ils n'ont pas forcément la connaissance complète pour pouvoir en juger et pour pouvoir en mesurer la portée s'ils devaient aller dans ce sens. Voilà pour l'instant, Monsieur le Président, parce que je crois que nous avons... Merci beaucoup, Madame. Qui souhaite donc répondre à la série de questions posées par Madame le rapporteur?
Monsieur Chemetov. Tout d'abord, vous avez posé la question des labels et du label du XXIe siècle. Avant d'aller vers le label du XXIe siècle, il faut savoir que la dernière session de nomination des labels s'est arrêtée aux années 1975, donc il y a 40 ans. Donc c'est bien d'anticiper le siècle qui vient, mais c'est bien aussi de savoir que dans les 25 années dernières du siècle passé, il est arrivé 2-3 choses en France, notamment des politiques de travaux présidentiels au niveau national ou au niveau régional qui ont laissé un certain nombre de bâtiments et une production quand même extrêmement différente sur le plan du logement par rapport à l'époque des grands ensembles. Donc je crois que, si vous voulez quelques chiffres de quantité, il y a pour... le label est un label glissant. Il n'opère que sur 100 ans. C'est-à-dire qu'en 2015, seuls des projets postérieurs à 1915 peuvent être labellisés. Et chaque année, une année de label se perd parce qu'on pense qu'au bout de 100 ans, où le projet devient protégé au titre des monuments historiques ou à l'inventaire supplémentaire, ou c'est que l'histoire a fait son choix et ne l'a pas retenu. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur tout le XXe siècle, il y a guère plus de 2000 bâtiments labellisés, alors que la production a été, on peut dire, presque aussi considérable que dans tous les siècles passés, et que 900 seulement d'entre eux ne sont protégés qu'au titre du label, les autres étant protégés au titre des abords, ou par ailleurs inscrits à certains comme monuments historiques et d'autres à l'inventaire supplémentaire. Donc, je pense qu'il faut reprendre la politique des labels, et faut-il l'inscrire dans la loi réglementaire? C'est une question qui dépend de vous, mais cette politique doit être affirmée parce que il faut quand même qu'une société soit capable de dire ce qu'elle choisit et ce qu'elle rejette. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'aurais un point de vue plus personnel. Je ne me satisfais pas de ce plancher de 150 mètres carrés. Je pense que, attendez, nous sommes une protection protégée, nous sommes une protection réglementée. Nous sommes les seuls en Europe qui soyons assujettis à une assurance trentenaire sur les conséquences de nos constructions. Et la mutuelle des architectes français qui nous assure constate que le taux de sinistralité des bâtiments, les architectes sont tous imparfaits, mais ils sont assurés. Le taux de sinistralité des bâtiments faits par les architectes sont inférieurs à celui des constructeurs de maisons dites individuelles, enfin de maisons sur catalogue, à vrai dire. Donc, je pense que c'est comme si on disait que les médicaments en dessous de cette dose, de quelques doses, de 150 mg par exemple, sont vendus librement au supermarché, et qu'à partir de 150 mg, il faut une prescription. On est dans cette aberration où l'État ne s'occupe plus de la formation des architectes, et pourquoi pas, allons au bout du libéralisme, où l'État s'occupe, pense que c'est une profession réglementée qui a quelque influence depuis Napoléon sur la situation des choses, et alors il ne peut pas être biface de cette façon-là. Après, bon, je vais laisser mes amis parler parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci, monsieur. Qui souhaite s'exprimer? Madame Jacot. Je voulais revenir donc sur le permis simplifié. En fait, je pense, comme vous l'avez dit, madame, que on assiste à un certain désengagement de l'État, en tout cas dans l'instruction des permis de construire, puisque les DDT ne seront plus en charge et que les collectivités territoriales vont prendre en charge cette tâche. Je crois qu'en aucun cas il s'agit de dessaisir les communes ou les intercommunalités de l'instruction des permis de construire. Mais pour les petits projets, je pense qu'il y a un
un basculement peut-être à faire dans certaines attitudes, dans certains comportements, qui consisterait à faire confiance aussi aux cultures professionnelles. Et un architecte, pour un petit projet, donne assurance, de notre point de vue, par sa compétence notamment, que ce projet respectera la règle urbaine, qui est l'objet de l'instruction du permis de construire. Donc, il me semble que les services instructeurs en confiance peuvent avoir à simplement, pour ces projets, vérifier la règle, la complétude du dossier et accorder le permis de construire en toute sécurité. Et ça leur permettra, dans ces conditions, de se consacrer aux projets qui seront, puisque seuil il y a malheureusement au-dessus des seuils, et à simplement, si besoin est, faire appel aux professionnels pour avoir une explication. Ils peuvent avoir un dialogue tout à fait, mais il me semble que c'est plutôt une mesure de simplification pour le service instructeur et en aucun cas une charge supplémentaire. Et de plus, ça permet donc, comme je l'ai dit, aux particuliers qui aura donc un délai réduit et l'assurance d'avoir un permis de construire, d'aller voir sa banque et d'obtenir plus facilement, plus vite un crédit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut peut-être pas voir cette mesure comme une charge supplémentaire, en tout cas, pour les services instructeurs, mais au contraire, de pouvoir s'appuyer sur des professionnels compétents et décharger ainsi leur travail. Je souhaitais aussi parler de la modalité de concours et du dialogue. Alors, nous avons proposé un amendement, je dirais presque rédactionnel sur le concours. En effet, il y a la directive européenne définit très précisément l'anonymat dans le concours et la place du dialogue dans le concours. Donc, nous ne pourront pas de toute façon déroger à cette règle européenne. Et le dialogue existe, bien sûr, mais il arrive, comme vous le disiez, madame, tout à fait en fin de parcours, une fois que le classement est fait. Et ça, je crois qu'il faut qu'on revienne à cette rédaction. C'est ce que nous proposons dans un de nos amendements. Et donc, effectivement, la loi, d'une façon générale, telle qu'elle a été votée en première lecture, nous considérons que c'est une avancée. Dire que nous en sommes satisfaites, comme le dit Paul Chemetov, bien sûr, nous pourrions espérer une place encore plus grande pour l'architecture. Et nous avions fait, et la stratégie nationale aussi, enfin, dans le cadre de la stratégie nationale, nous avions fait de nombreuses propositions qui, malheureusement, n'ont pas toutes été retenues. Néanmoins, nous avons une attitude tout à fait positive par rapport à la loi, parce que c'est tout de même une avancée, comme je le disais, notamment dans ce qui est ce qu'on appelle l'architecture ordinaire. Voilà. Et c'est vraiment cela qui nous semble extrêmement important, de mettre un peu d'architecture, d'en diffuser la culture d'abord, au niveau des maîtres d'ouvrage occasionnels, comme on dit, des citoyens tout simplement, et d'autre part d'améliorer cette partie du territoire qui jusqu'à présent a tout de même été très délaissée. Voilà. Donc, expérimentation en matière de normes. Alors, c'est un aspect de la loi qui nous a paru tout à fait intéressant, mais nous avons effectivement regretté que cela se limite aux équipements publics. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec des normes tout de même extrêmement contraignantes à créer des espèces de modèles typologiques, notamment au niveau du logement. C'est-à-dire on a un 3 pièces qui est très défini, très précis, parce que la norme nous y oblige en fait, et qu'on voit décliner sur tout le territoire français au mépris
au mépris de toute tradition, même territoriale, régionale, etc. Et aussi sans prendre forcément en compte toutes les évolutions de la société, notamment sur le plan familial, sur les besoins qu'ont les familles, qui n'est plus du tout stéréotypé comme il a pu l'être à une certaine époque. Et nous pensons qu'il est très important d'essayer, tout en gardant les objectifs définis par la loi, c'est-à-dire sur l'accessibilité universelle, par exemple, des handicapés, sur la nécessité de la sécurité incendie, sur tous les objectifs, bien sûr, en les gardant, mais en libérant un peu les moyens. Et donc, nous sommes tout à fait favorables à étendre ce permis de faire au logement, et notamment aux logements sociaux, pour essayer de trouver des chemins différents pour arriver au même but d'excellence que fixe la loi, et aussi bien au niveau du code de la construction, je disais, qu'au niveau des règles urbaines, qui aussi parfois sont contraignantes et ne servent pas forcément la qualité. Voilà pour le moment ce que je voulais répondre. Donc je vais compléter ce qu'ont dit mes prédécesseurs, avec lesquels je suis d'accord, bien sûr. Au niveau du 1% artistique, c'est effectivement important que l'œuvre soit retenue très rapidement, parce qu'en fait, sinon, on arrive avec des projets qu'on a livrés 3 ou 4 ans avant, et on vient nous planter quelque chose dans la cour, dans l'entrée, enfin, que vous avez tous connu, alors qu'en fait, si on avait le 1% artistique était choisi au moment de la conception, on pourrait l'intégrer dans le bâtiment. Ça peut être une animation de façade, ça peut être dans un hall, mais ça ne vient pas se plaquer. Donc ça, c'est important. Je pense que ça, c'est une mesure qui est en plus pas coûteuse et qui est assez simple à mettre en œuvre. Au niveau de la signature de complaisance, donc je vous rappelle ce que je vous ai proposé. Du coup, c'est extrêmement simple pour les services instructeurs. Ils n'ont même plus à vérifier s'il y a un problème ou pas, puisqu'ils auraient simplement un numéro dans le document CERFA, vérifier qu'il y a bien le numéro de dossier. Donc ça limite quand même fortement, je pense, le travail des instructeurs. Ils n'ont pas à s'imaginer est-ce que c'est une signature ou pas de complaisance. S'ils n'ont pas le numéro, c'est que c'est pas bon. Et c'est à nous, en gros, au Conseil de l'ordre de faire la police à notre niveau. Bon, les autres, je pense que vous avez déjà répondu. Je vais laisser la parole à mes confrères. Oui, merci. Tout d'abord, par rapport à la loi, la proposition de loi telle qu'elle est faite, elle ne définit pas de nouveaux privilèges pour notre profession. Ce n'est pas ce que nous défendons. C'est simplement les modalités d'exécution de certains aspects plus contemporains, ce qu'évoquait Paul, le patrimoine, les aspects de transition écologique, énergétique. Donc il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui en tant qu'architectes de défendre des prérogatives, on va dire, financières ou de privilèges, mais bien de redéfinir le rôle que nous avons vis-à-vis des élus et vis-à-vis de la population. Et c'est bien le rôle que vous avez confié à travers la loi de 1977, c'est celui-ci, c'est-à-dire nous sommes la profession de référence pour pouvoir exécuter les travaux de construction. Et la notion de... Je suis tout à fait d'accord avec Paul, c'est-à-dire que la notion de seuil, en fait, c'est un effet pervers de la loi. La loi prévoyait qu'une personne puisse construire pour lui-même, par lui-même. On a défini un seuil qui permettait d'avoir dire là, par rapport à l'importance de la construction. Mais le recours à l'architecte est obligatoire. C'est ça le principe de la loi. Il n'est pas différent. Et l'autre aspect, donc, notre profession n'est pas une profession qui s'isole. Elle travaille avec les autres professions. Quand on met en place une équipe de maîtrise d'œuvre, les architectes ne sont pas isolés. Ils sont associés à des ingénieurs, à des paysagistes, à des urbanistes et à toutes sortes de professions qui peuvent être utiles dans le cadre du projet. Donc il ne faut jamais oublier qu'un architecte n'est pas un professionnel qui s'isole, mais au contraire qui s'associe. Et c'est notamment le cas dans la proposition qui est faite pour le permis d'aménager. Qui est donc, on demande à ce que l'architecte soit désormais associé à cette procédure et qui a pu faire, on va dire, émouvoir certains de nos collègues de la maîtrise d'œuvre, dont les géomètres et les bureaux d'études. Il faut bien comprendre que notre travail dans le cadre du permis d'aménager, c'est aussi d'accompagner ces compétences-là dans le cadre de la transition écologique. Et c'est bien de pouvoir définir non pas simplement un parcellaire, mais c'est bien aussi de pouvoir définir les volumes, la construction par rapport au contexte. Donc tous ces éléments-là nous font penser aussi que la loi va dans ce sens-là. Et c'est pour ça que nous la soutenons et c'est pour ça que nous soutenons tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci. Je voulais revenir à la question que vous avez posée, Madame, sur la phase... Pardon. Je voulais revenir à la question que vous évoquiez sur la phase de dialogue.
Le dialogue est indispensable dans tous les actes de création architecturale avec un client quel qu'il soit privé, qu'il soit public. Or, effectivement, dans les procédures publiques aujourd'hui, il y a certaines dispositions qui soit interdisent le dialogue, la phase de concours, par exemple, met entre parenthèses, effectivement, le dialogue entre le commanditaire et le concepteur pendant un temps donné, ce qui peut parfois amener à certaines fausses pistes ou à certaines incompréhensions des deux côtés. Donc nous sommes effectivement très favorables à rétablir toutes les phases de dialogue autant que faire se peut, mais également dans les autres procédures. On pense par exemple au marché en procédure adaptée et au marché négocié, puisque ce qu'on voit très souvent aujourd'hui, c'est que dans ces moments de dialogue, les critères de qualité architecturale et de qualité urbaine sont trop souvent mis de côté au profit du critère du prix de la construction ou de la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Ces éléments sont avant tout dans la question du dialogue une manière de répondre à une question et une proposition faite par l'équipe de conception sur un projet qui est porteur de sens, dans sa spatialité intérieure, mais aussi porteur de sens dans la ville, dans le paysage. Et donc, évidemment, oui, les phases de dialogue sont à réintroduire le plus possible, mais avec une définition des critères dans ces dialogues qui doivent porter tout à fait sur le sens du projet architectural. Et je voulais faire un complément aussi par rapport au débat qui nous anime sur le seuil. Il ne faut pas oublier que quand le seuil a été introduit, il était assorti d'une disposition, c'est-à-dire qu'en dessous du seuil, il y avait obligation pour tout particulier d'interroger et de prendre l'avis du CAUE. Cette disposition a disparu très vite, ce qui fait qu'effectivement, on est maintenant dans une zone qui est tout à fait anormale avec ce seuil. Oui, j'approuve tout à fait ce que vient de dire Christine. En dessous du seuil, le rôle des CAUE était fondamental. En dessous des seuils, le recours au CAUE, l'avis CAUE était fondamental. Et bon, je tire la sonnette d'alarme par rapport aux CAUE qui sont dans plusieurs départements en grand danger, il faut bien le dire, alors qu'on le voit bien, notamment dans les territoires ruraux, ce sont des instances, bon, Johan l'a dit, je le répète, des instances extrêmement utiles à l'aménagement des territoires, avec notamment les architectes des bâtiments de France. Mais voilà. Je voulais juste faire un ajout. Nous allons déposer un amendement supplémentaire qui nous semble extrêmement important dans le cadre de la transition énergétique et la réhabilitation en général, en ce sens où nous demandons dans un de nos amendements, pour parvenir à améliorer la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment et pour en préserver la valeur patrimoniale, nous estimons qu'il est nécessaire, avant tout travaux d'une certaine importance en tout cas, d'effectuer un diagnostic global préalable. C'est-à-dire qu'il nous semble que la réhabilitation, notamment énergétique, ne peut être simplement que le cumul d'interventions techniques et que cela peut même être extrêmement dommageable, à la fois pour les bâtiments, mais même pour la qualité de l'air, pour la santé publique et pour le patrimoine de notre pays. Donc je voulais simplement dire que cet amendement, nous allions le déposer. Voilà. Simplement une petite réflexion complémentaire par rapport à tout ce que nous avons entendu ce matin. Nous avons évoqué les équipes pluridisciplinaires dans le cadre des lotissements. Moi, je me demande s'il ne conviendrait pas d'avoir une réflexion
pour étendre ce procédé, ce processus aux zones artisanales et commerciales qui viennent largement enlaidir nos entrées de ville. Oui, Madame Dinet. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur les contrats globaux. Je rejoins totalement la position de Madame Manière. Je voulais aussi dire que déjà les contrats de conception-réalisation ne favorisent pas l'accès à la commande ni des jeunes entreprises, ni des petites, ni des sociétés d'architecture, ni du bâtiment. Alors le contrat global avec exploitation-maintenance réserve en fait de fait l'accès au marché aux majors des BTP seuls capables de prendre en charge l'intégralité de ces marchés et relègue tous les artisans du BTP à ne pas pouvoir répondre à ce genre de marché. Ce qu'on retrouve exactement dans les professions d'architecture qui ne sont pas armées et n'ont pas le réseau nécessaire. Donc je pense qu'il est nécessaire effectivement de revenir un peu en arrière sur ces points. Et ce qui accompagnait ma réflexion de tout à l'heure sur la structuration, comment faire pour que les conceptions-réalisations ne se généralisent pas à ce point, ou sinon aider les entreprises à se structurer pour ne pas perdre le savoir-faire français, aussi bien au niveau des petites entreprises d'architecture que des entreprises du BTP. Merci, Madame. Monsieur Leleu. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, vous avez fait un tour d'horizon de l'ensemble des points auxquels vous êtes attachés. La loi que nous avons, le projet de loi que nous avons examiné s'intitulait au départ loi pour la création d'un côté, loi patrimoine, elle a fini par s'appeler loi pour la liberté de création et du patrimoine, et puis c'est devenu la loi liberté de création, architecture et patrimoine. C'est un rajout, car votre domaine n'était pas forcément extrêmement présent dans les intentions ou dans le texte initial. Donc l'Assemblée nationale a beaucoup apporté pour votre domaine et ma première question, c'est de savoir si d'abord vous en êtes satisfait. Globalement, vous avez exprimé l'idée selon laquelle il s'agissait effectivement d'une avancée importante pour la profession, mais quels sont les bémols et les dièses que vous aimeriez apporter à cette partition et donc les contributions écrites qui pourraient, selon vous et selon les organismes que vous représentez, qui selon vous, pourraient finalement en faire une loi qui intègre plus complètement l'architecture. Mon deuxième volet, ce sera le dernier, il est peut-être un peu plus iconoclaste. L'article 1er de la loi lance comme un cri, en 4 mots, la création artistique est libre. Je suis interpellé, notamment en ce qui vous concerne, architecte. Comment concilier la liberté de création de l'architecte, qui est un artiste au fond, opérationnel certes, mais qui est un artiste, alors que c'est une profession qui est encarcanée, elle a le carcan d'une réglementation très forte. Comment un architecte peut-il arriver à s'exprimer et dans quelles conditions et dans quel cas pour manifester la partie artistique et créative de son métier? C'est un sujet qui souligne une forme de contradiction que nous aimerions souligner, voire ajouter dans la réflexion qui est la nôtre, et j'étais sensible, je crois que c'est Madame Jacot ou Monsieur Chemtov qui l'a dit tout à l'heure, on en arrive à des modélisations d'appartements, c'est vous Madame qui avez dit ça, parce que psychologiquement, à force de dessiner les mêmes chambres, les mêmes cuisines et les mêmes salons et les mêmes fenêtres, où est votre oxygène de création dans cette loi et dans les réglementations? Et ne pensez-vous pas, ou auriez-vous des idées, en tout cas c'est une réflexion que je pourrais mener et que j'ai menée, de libérer au moins des espaces où l'architecte pourrait faire ce qu'il veut?
Merci, Monsieur Leleu, pour cette question qui mériterait à elle seule un débat. Si je vais vous demander d'être synthétique dans vos réponses. Monsieur Chemetov. Nous avons en commun avec vous la liberté du projet. Vous n'êtes pas porteur uniquement de l'application des règlements. Et nous, pas plus. Dès que le projet disparaît, nous disparaissons dans nos capacités de proposer, parce que nous ne sommes pas strictement des artistes. Si vous voulez, il y a une grande différence, par exemple, entre un livre, un tableau et un bâtiment. Un livre n'empêche pas un autre livre d'être mis dans une bibliothèque. Un bâtiment construit sur le sol empêche tout autre bâtiment de venir à la même place. Donc, il a d'abord ce statut. Et en plus, sur le plan, nous sommes la seule profession, quand vous entendez par exemple nos confrères médecins se plaindre de l'obligation qui leur serait faite d'assurer leurs erreurs, depuis Napoléon, nous sommes la seule profession protégée pendant 10 ans sur le second œuvre et pendant 30 ans sur la structure des conséquences de nos actes. Donc, notre liberté, c'est notre liberté de proposition, c'est pas la liberté d'exploser les prix, c'est de l'argent public, si vous voulez. Quand la Fondation Vuitton peut dépenser 20 000 € du mètre carré pour faire une folie, au sens ancien du terme, c'est le libre arbitre d'argent privé. Mais l'argent public ressort d'autre chose. Donc la responsabilité de l'architecte, elle est contrainte par les limites que lui donne son client, public ou privé, mais la liberté de l'architecte, c'est de proposer un projet. Si la liberté de l'architecte n'est que de dire règle numéro 3 et de mettre des croix dans des cases, elle n'existe plus. Vous ai-je répondu ? Je pense que l'architecte n'est pas qu'un artiste, bien entendu, mais une dimension artistique évidente. Mais c'est aussi un professionnel qui a des responsabilités économiques, techniques, environnementales, qui, à chaque fois, de toute façon, investissent le projet qu'il va exécuter, faire exécuter. Donc, je pense qu'une des premières façons de permettre à l'architecte d'avoir un projet de qualité qui lui laisse une certaine liberté pour pouvoir répondre au mieux à la fois à l'harmonie dans le paysage, aux besoins sociaux et à l'économie de son projet, c'est d'avoir d'abord une commande publique exemplaire, vertueuse. Qu'est-ce que c'est une commande publique exemplaire vertueuse? C'est ne pas soumettre l'architecte à des intérêts qui ne sont pas ceux du projet et du maître d'ouvrage. Quand Marie-Françoise Manière parlait des contrats globaux, des partenariats publics-privés, etc., sur le principe, nous sommes architectes, nous pouvons avoir des opinions de citoyens sur l'état, enfin sur les conséquences financières que peuvent avoir ce genre de contrats. Ce n'est pas là le sujet. Ce que nous demandons simplement, c'est que dans ces contrats globaux, il y ait une véritable indépendance de la maîtrise d'œuvre par rapport aux intérêts de l'entreprise, que nous comprenons très bien par ailleurs, qui est d'avoir certainement la marge la meilleure, etc., mais qui, à prix constant, va essayer de diminuer au maximum les prestations et le coût du projet pour pouvoir satisfaire ces intérêts dont je viens de parler. C'est-à-dire que le principe du concours, c'est le principe du mieux-disant. C'est-à-dire que pour un prix donné, vous prenez le meilleur projet. Il y a très peu, finalement, en France, de procédures qui permettent cela. Quand vous faites un concours d'architecture, on a un coût d'objectif et un jury d'élus, de professionnels permet de choisir le meilleur projet pour ce prix donné. Cette formule, elle devrait être appliquée à chaque fois que de l'argent public est engagé. Elle devrait être toujours appliquée. Or, que se passe-t-il dans les contrats globaux? Contrat de performance énergétique, contrat d'entretien-maintenance, conception-réalisation, partenariat public-privé. En fait,
on choisit une équipe où même la maîtrise d'œuvre est à peine identifiée, n'est même pas identifiée dans les partenariats publics-privés. Donc nous demandons aussi, dans les amendements que nous soumettons au Sénat, d'identifier au moins la maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux. Maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire architectes et tous les ingénieurs, etc., qui travaillent, et autres concepteurs qui travaillent avec elle. Donc il est extrêmement important de préserver, d'identifier et à la fois de préserver l'indépendance de la maîtrise d'œuvre par rapport à ses intérêts, qui sont des intérêts qui ne concernent pas la qualité architecturale. Voilà. Donc, une commande publique exemplaire, c'est d'abord cela. Le rapport Sueur-Portelli, a très bien montré cela dans son rapport sur les partenariats publics-privés, a très bien montré comment il était indispensable, si on veut sauvegarder une qualité de la commande publique, comment il était indispensable d'assurer cette indépendance de la maîtrise d'œuvre dans ces procédures. Merci, madame. Monsieur Froliger. Je vais essayer de vous répondre par rapport à l'espace de liberté qu'on pourrait consacrer à l'architecte. À la différence des autres artistes, des autres disciplines, l'architecte construit pour autrui et au nom d'autrui. C'est-à-dire un artiste, un peintre, un écrivain écrit pour lui. Nous agissons toujours au nom des intérêts d'autres personnes. C'est ainsi qu'on se distingue. Et je rejoins tous les propos qui ont été faits. Donc, c'est-à-dire que c'est la confiance que vous devez nous témoigner par rapport à la tâche que vous nous avez confiée. C'est-à-dire l'architecte est votre interlocuteur de référence pour la construction. Voilà. Oui, madame Edekins. Je voudrais juste faire un tout petit complément sur cette question-là. C'est que, effectivement, la particularité de notre métier, c'est de répondre à des usages, mais c'est aussi de proposer de nouveaux usages. C'est-à-dire la créativité, elle passe aussi par cela. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer la spatialité des projets, les espaces urbains, les villes. La conception vue par l'architecte, elle passe également par le premier devoir de l'architecte, qui est le devoir de conseil auprès de son client. Et donc, si dans le développement d'un projet, qui est un processus intellectuel long, qui fait intervenir en effet des normes souvent très contraignantes, si dans ce processus il y a à un moment un besoin de décloisonner certaines normes, là on revient à la question de l'expérimentation, on revient à la question du dialogue. Donc tous ces éléments sont étroitement liés les uns avec les autres. Il faut en effet pouvoir, dans certains cas, expérimenter pour faire évoluer les normes. Non pas forcément s'en affranchir, mais aussi les faire évoluer. Oui, je rejoins un peu ce que dit Christine, c'est-à-dire que je pense que notre créativité s'exprime effectivement dans un cadre donné, à la fois réglementaire, mais aussi issu de la commande, pour répondre au mieux à des usages. La force de l'architecte, ça va être effectivement de proposer, d'aller plus loin et de ne pas répondre... d'essayer de proposer de nouveaux usages, de nouvelles formes de pratiques. Et effectivement, cette innovation que l'architecte, une fois qu'il a pratiqué, qui connaît très bien ces réglementations, peut proposer et innover au niveau de ces normes en proposant peut-être des solutions qui seront plus adaptées et les généraliser ensuite au reste des bâtiments, quitte à modifier la loi en cas de succès. Monsieur Leleu. Oui, merci de ces suggestions sur la liberté créative des architectes. Voilà, je pense que globalement, il y a quand même énormément de contraintes, ne serait-ce que dans le droit des sols, dans la hauteur des bâtiments, dans la dimension des fenêtres, dans les matériaux, tout ça. Voilà. Est-ce que l'ensemble de ces règles permet réellement? C'était ça ma question. Mais bon, j'ai bien compris aussi que vous répondiez à des besoins qui vous sont exprimés et que vous essayez de vous y adapter au niveau des usages. Nous, on a également été sensibilisés à la composition capitalistique des cabinets d'architectes importants qui aujourd'hui sont limités à 50% pour l'architecte et éventuellement d'autres partenaires. Est-ce que vous avez cela? Et cette capacité qui serait insuffisante pour avoir
évidemment ça en correspond à peu d'architectes, mais la capacité d'exportation par rapport à d'autres cabinets européens qui sont plus puissants parce qu'ils ont ouvert leurs capitaux propres à d'autres partenaires. Est-ce que vous êtes sensible à ce sujet ? Et donc, quel est votre sentiment là-dessus, où on nous dit que pour répondre à des appels internationaux dans le monde entier, il faut avoir une capacité financière assez forte pour pouvoir rivaliser avec d'autres cabinets asiatiques, américains, etc. Bon, ça correspond évidemment à une petite partie de la profession, mais est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible ? Merci. Qui souhaite répondre? Monsieur Chemetov. Il faut savoir que sur les 30 000 architectes français inscrits à l'ordre, moins de 10% ont un salarié et plus. Donc c'est une profession extrêmement atomisée et on peut dire que les agences qui occupent plus d'une dizaine de personnes, qui sont petites par rapport aux standards internationaux les plus puissants que vous évoquiez, ne sont que 200 à 300 en France. Donc nous sommes dans cette situation. Ouvrir le capital à d'autres, commençons par l'ouvrir à d'autres professionnels, c'est-à-dire des ingénieurs, des thermiciens, des spécialistes de la programmation. Tout à l'heure, on évoquait le fait que nous ne travaillons pas seuls, c'est évident, et que la demande publique dans n'importe quelle consultation, c'est qu'une équipe soit extrêmement complète et quelquefois il y a des spécialistes de cuisine, etc. Donc ceci paraît évident. Maintenant, concernant la compétition internationale, c'est vrai qu'elle est rude, mais commençons aussi, c'est bien d'aller planter notre drapeau à Hong Kong. Il faut savoir que ces cabinets internationaux, disons, à l'échelle de notre pays, il pourrait y en avoir 4, 5, moins de 10, si vous voulez. Et il y a quand même une bizarrerie. Dans les concours publics en France, nous donnons accès à une quantité d'architectes internationaux, jusqu'aux Japonais, alors qu'il n'y a pas réciprocité dans ces concours publics. Alors, je suis pour aller planter notre drapeau, mais je suis aussi pour exiger, en toute chose, c'est la base des relations, c'est la réciprocité. Merci. Madame Jacot. Oui, sur l'ouverture du capital des agences d'architecture. Donc, pour le moment et pour longtemps, j'espère, les architectes sont majoritaires dans les agences d'architecture et cela correspond à notre code de déontologie, au fait que notre profession est réglementée. En aucun cas, l'ouverture du capital ne faciliterait l'export de l'architecture. Ce qui peut faciliter l'export de l'architecture, c'est un véritable soutien de nos ministères de tutelle, c'est le fait que nos cabinets s'associent avec des bureaux d'études d'importance, c'est la constitution d'équipes, c'est le fait d'aller à l'export avec des programmistes, avec toute une chaîne comme le font les Allemands par exemple ou les autres Européens, c'est-à-dire d'avoir vraiment des équipes associées, soudées, portées par notre ministère ou par le gouvernement qui les aiderait. C'est pour ça que d'ailleurs, nous sommes, par exemple, de plus en plus présents dans les salons internationaux, etc. L'ouverture du capital pour les agences d'architecture, ce serait la fin de notre profession. Il faut absolument le savoir. C'est-à-dire que dire qu'une agence d'architecture pourrait majoritairement être composée de bureaux d'études, d'ingénieurs ou pire, d'entreprises du bâtiment, ce serait la fin de notre profession. C'est complètement clair. Donc la solution n'est absolument pas là. En revanche, la constitution d'équipes fortes, l'appui de laboratoires de recherche, l'appui d'universités, d'écoles, l'appui de nos ministères, oui. Du Quai d'Orsay, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, voilà. Ça, oui, ce serait nous permettrait d'exporter. Merci. Madame Manière.
Juste pour compléter ce que vient de dire Catherine Jacot, avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est pas l'association, enfin c'est pas d'ouvrir nos capitales qui nous fera avoir plus de marché à l'export. Il y a d'autres solutions pour ça. Par contre, ce sera la ruine de nos cabinets en France si on l'ouvre, parce que on parle de majors du bâtiment qui pourraient ouvrir des sociétés d'architecture, mais vous avez aussi Leroy Merlin, Castorama qui pourraient le faire. C'est-à-dire qu'on aurait la disparition de tous nos cabinets en France. On n'est plus que sur les grandes agences, là, on est sur tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et pour revenir à la question, Monsieur Leleu, dont vous avez parlé, qui était plutôt sur les règles urbaines, effectivement, nous, on avait aussi un amendement qu'on voulait proposer. C'est pour, dans certains cas, quand il y a effectivement architecte, c'est de définir des règles urbaines, notamment l'article 11, qui est sur l'aspect extérieur, dont on pourrait faire évoluer cet article quand il y a architecte, parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec un gabarit de façade, de fenêtres, de toiture, qui empêche souvent la création architecturale. Merci. Merci. Madame Edenkis. Oui, je voulais renchérir par rapport à ce que disait Paul tout à l'heure, à savoir qu'il faut tout faire pour que la maîtrise d'œuvre soit plus forte en France et soit plus forte avec cohérence autour de l'architecte, qui est souvent le seul qui maîtrise tous les aspects du projet, ses aspects culturels, ses aspects financiers, ses aspects techniques et ses aspects de spécialité, et qui les maîtrise en général du début à la fin. Donc, des sociétés plus fortes, oui, mais des sociétés de maîtrise d'œuvre plus fortes, de manière aussi à permettre, ce qui est très problématique par rapport aux grandes agences dont on parle et qui travaillent à l'export, la grande difficulté des agences aujourd'hui, c'est la transmission des savoirs et des compétences en interne à de jeunes collaborateurs, à de jeunes professionnels. Et donc, il faut trouver des dispositions qui permettent que de jeunes talents, de jeunes concepteurs puissent renforcer les agences en devenant associés de sociétés d'architecture, ce qui aujourd'hui est très compliqué. C'est-à-dire qu'une agence qui réussit prend de la valeur et ses parts sociales deviennent financièrement inaccessibles aux jeunes collaborateurs, puisque la profession est très fragile. Et ça, c'est un point sur lequel il faut absolument se pencher. Merci, mes chers collègues. Je vais donc vous donner la dans vos réponses et bref, dans vos questions et bref, messieurs, dames, dans vos réponses, car il y a beaucoup d'intervenants. Alors, Madame Robert, pour le groupe socialiste. Bien, merci, Monsieur le Président, et merci aux intervenants pour cette table ronde. C'est vrai qu'on pourrait, chacun y voit le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, mais je pense vraiment que ce projet de loi, en d'abord consacrant le mot architecture dans son titre, valorise plutôt le désir d'architecture que la contrainte d'architecture. Et l'Assemblée nationale avec les différents amendements, que ce soit en commission ou en séance publique, a concouru à cela. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Ça, c'est mon premier point. La deuxième chose, on aurait pu effectivement mettre le volet architecture autre part. Mais Madame, vous avez parlé de création, diffusion et patrimoine. Moi, je suis aussi très sensible à la transmission et à la formation. Et aujourd'hui, on a besoin de culture architecturale dans ce pays. Et je crois que c'est un secteur tellement transversal que, bien sûr, il était difficile de le mettre éparpillé dans le projet de loi à faveur de différents articles, mais je pense qu'on le retrouve quand même dans l'ensemble du texte, et même sur le volet création, et vous avez raison, sur l'article 11, il faudra qu'on en reparle, mais c'est important. Alors, quelques réflexions. C'est vrai qu'on a tous été, je rejoins Mme Ferrand, on en parlait lors des auditions, cet article de Télérama, je ne sais même plus, il y a plusieurs années, intitulé « À la France moche », c'était les entrées de ville, c'était les zones d'activité commerciale et économique. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de progrès depuis, et qu'il faudrait vraiment, là aussi, travailler sur cette question, parce que c'est quand même assez effrayant. Alors, oui, deux mots. Le premier, quand je parlais de désir d'architecture, j'ai entendu vos réflexions, notamment celle de M. Chemetov sur la question du seuil. C'est vrai que sur les 170 mètres carrés, c'était assorti d'un avis.
Mais moi, je voudrais me tourner, parce que je suis très sensible aux CAUE, qui sont très fragiles et qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui. Moi, dans mon département, je n'ai pas de CAUE. Mais c'est dans les discussions qu'on a eues ces jours derniers, il y a des maisons de l'architecture. Moi, je suis dans une métropole, hein, donc il y a des services d'urbanisme, il y a même des conseillers en architecture de Trac. Je pense qu'il faudrait qu'on mette tout ça à plat pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de, je ne sais pas, de ressources justement sur ces questions architecturales qui pourraient, avec les différents acteurs, alors je ne sais pas comment, c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous entendre là-dessus, comment les articuler, mais faire en sorte peut-être, du coup, que ce seuil de 150 soit assorti d'un avis, mais qui ne soit pas seulement celui d'un CAE, mais celui d'acteurs qui concourent à valoriser à la fois la culture architecturale, mais surtout à accompagner des collectivités qui n'ont pas dans leur service ou dans leur culture cette capacité à pouvoir en tout cas être guidés et qui pourraient trouver là vraiment une valeur ajoutée. Donc ça, c'était mon premier point. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose d'important qu'il nous faut améliorer ensemble. Je vous ai entendu sur l'article 26 interdit, qui était l'affranchissement des normes par dérogation sur l'expérimentation. J'avais envie, mais vous avez répondu en partie, donc ça m'intéresse bien, de vous entendre aussi sur la méthode. C'est vrai que le fait d'évaluer après expérimentation, c'est intéressant, mais le fait de proposer des évolutions, c'est quand même plus efficace. Et il me semble que dans cet amendement, on pourrait aller jusqu'à, même si l'expérimentation est vraiment une démarche tout à fait intéressante, la durée de 7 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, peut-être aller jusqu'à proposer des évolutions de normes, justement, pour que celles-ci soient après qualifiées et fassent partie de la généralisation je crois que ce serait plus efficace en la matière. Mais là aussi, je souhaitais vous entendre sur ce point. Enfin, pour vous dire que sur le 1%, moi j'ai été prête, mais je sais que je suis peut-être, un peu, moi je l'ai fait toujours sur des concours d'architecture à obliger le 1% artistique. C'est pas encore une obligation et moi j'irais jusqu'à vraiment en faire une obligation. Ça c'est, je vous parle même pas du 1% goudron, mais ça aussi il faudrait qu'on en parle parce que ça permettrait aussi à d'autres artistes de pouvoir travailler. Mais en tout cas, pour vous dire, et je terminerai là, que les expériences entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, un architecte pour avoir présidé des concours d'architecture, ce sont des expériences parfois très heureuses, parfois extrêmement malheureuses, voire douloureuses. Et là où je vous rejoins, madame, c'est qu'il faudrait instaurer vraiment des phases de dialogue beaucoup plus efficientes pour convenir qu'un objet architectural en soi, c'est de la liberté de création, mais que son insertion dans un environnement et le sens que ça prend, pas seulement sur les usages, pas seulement sur le fonctionnement futur, parce que ça aussi, ce sont des dialectiques un peu compliquées avec les maîtres d'ouvrage que ça pourra générer en termes économiques, mais surtout par rapport à la façon dont les habitants, ou en tout cas une population pourra s'approprier dans son imaginaire ces formes urbaines et architecturales. Cela me semble en tout cas le plus important aujourd'hui et pour demain. Voilà. Merci, madame. Monsieur Danesi, républicain. Oui, je voudrais aborder 2-3 points, si vous le permettez. Tout d'abord, en ce qui concerne le concours d'architectes, n'est-ce pas, je voudrais rappeler que le jury est très diversifié actuellement, n'est-ce pas? Le jury donne un avis, mais en fin de compte, c'est tout de même le maître d'ouvrage sur le conseil municipal, le départemental ou régional qui prend la décision, même si la tradition, au moins chez nous en Alsace, c'était que l'on suive à peu près toujours l'avis du jury. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi on irait modifier ce jury qui me paraît diversifié et où les professions du bâtiment sont représentées. J'ajoute qu'il y a également une phase de dialogue et le dialogue, par définition, ça dépend de la façon dont on a envie de le faire et de le mener, n'est-ce pas? Je ne vois pas très bien qu'on puisse réglementer le dialogue et ajouter dans un texte, il en faut davantage. Je suis d'ailleurs impatient de voir les dialogues
comment ils vont évoluer dans certaines régions dans les temps qui viennent. Bien, je ferme la parenthèse. Mais je rappelle tout de même aussi ceci. À la fin du fin, lorsque le bâtiment est terminé, qui n'a jamais les félicitations, mais quelquefois les critiques? C'est bien le maire, ou le président du conseil général, ou le président du conseil régional. Quand l'œuvre convient, avec ou sans geste architectural, personne ne dit rien, et quand elle ne convient pas, ce sont les clameurs imprimées, n'est-ce pas? J'ai vu ça. Alors, je voudrais également préciser, alors je ne parle que de ce que je connais bien, c'est-à-dire le Conseil régional d'Alsace, j'y étais pendant plus de 30 ans, nous n'avons, en matière de lycée, jamais pris le moins 10 ans parce qu'il était le moins 10 ans. On a toujours pris le mieux 10 ans, le taux d'honoraire étant un élément d'appréciation parmi d'autres. Nous avons également, très souvent, et comme la plupart des régions, parce qu'elles cherchaient à s'affirmer, étant une jeune collectivité, recherchaient le geste architectural. Et nous avons même eu quelques grandes signatures nationales et internationales. Mais dans ce cas, nous avons toujours veillé à ce que dans l'équipe, il y ait le suivi du chantier qui soit garanti. Parce que le geste architectural international, c'est bien, mais ensuite, au quotidien, le suivi du chantier, c'est pas mal non plus. Et nous avons également toujours veillé à présélectionner une équipe de jeunes. Et plusieurs bâtiments, plusieurs lycées ont été agrandis ou construits par des équipes jeunes à qui on a donné la chance. Mais là aussi, ça relève d'un assez élémentaire bon sens, mais vous ne pouvez pas, de par la loi, obliger, n'est-ce pas, des jurys à sélectionner. Alors d'abord, il faut commencer qui est jeune et qui ne l'est plus, n'est-ce pas? Bon, c'est une autre affaire, n'est-ce pas? Donc voilà mon avis sur le concours d'architecte. Au vu de mon expérience, je trouve que finalement, ça se passe bien. En ce qui concerne l'architecture ordinaire, je voudrais tout d'abord rappeler que dans l'architecture ordinaire, le poids des normes, cela a été dit, et notamment des normes thermiques qui sont obligatoires, ce qui entraîne un coût intrinsèque élevé. Et la conséquence que j'observe en tant qu'élu rural en Alsace, c'est l'apparition des cubes, y compris signés par des architectes. Parce que tout simplement, le coût intrinsèque du bâtiment est tel qu'on ne peut plus y ajouter un geste architectural. Alors personnellement, je l'ai fait. J'ai, pour mes vieux jours à venir, construit une maison BBC comme il convient, et ce n'est pas un cube. Sauf que je suis parti avec une enveloppe de 300 000 € que j'avais fixée à l'architecte DPLG, jeune de surcroît, et à la sortie, je l'étais à 450 000. Tout le monde ne peut pas se payer aujourd'hui le geste architectural lorsqu'il s'agit d'une architecture ordinaire, c'est-à-dire d'une simple maison d'habitation. Et il faut en être conscient, n'est-ce pas? Ensuite, je voudrais également faire observer, lorsqu'on me parle du contrôle instructeur, l'instruction serait simplifiée. C'est un architecte qui s'occupe de tout. Bon, moi, je voudrais tout de même faire observer que le contrôle instructeur, il ne porte pas sur la qualité architecturale. Il porte sur la compatibilité avec le PLU, il porte sur les droits des tiers, sur le droit d'accès lorsqu'il s'agit d'une route départementale, etc., etc. Mais jamais sur le geste architectural, ni à l'extérieur, et encore moins à l'intérieur, puisque dans les permis de construire, on n'a plus besoin de donner l'intérieur du bâtiment. Donc je ne vois pas très bien où serait la simplification du service instructeur. Je précise également que dans la mesure où l'État n'assure plus l'instruction des permis de construire, seules les villes de quelque importance assument directement le contrôle, donc l'instruction des permis, et pour le reste, les autres communes se sont dans toute la France regroupées et ont des services regroupés avec généralement d'ailleurs des anciens des directions départementales, enfin les meilleurs des anciens des directions départementales
des territoires qui sont allés dans les collectivités. Ceux qui sont près de la retraite, évidemment, sont restés dans les DTT. On leur a trouvé une autre occupation. Alors, il y a un point qui n'a pas été soulevé, j'ai désolé de mettre les pieds dans le plat. Mais je suis élu depuis près de 40 ans, et je ne voudrais pas inviter à déjeuner, n'est-ce pas, tous les architectes des PLG qui ont accordé une signature de complaisance à un confrère qui n'avait pas les diplômes requis pour faire le projet en question. Moi, je vois des architectes se signer des PLG sur des maisons préfabriquées, simplement parce que leur taille fait que... Alors, il faudrait peut-être aussi, avant d'aller crier famine, n'est-ce pas, peut-être pour les architectes des PLG, assurer une certaine police à l'intérieur même de votre profession, n'est-ce pas? Et puis, dernier point, ce qui concerne les lotissements, c'est vrai qu'on trouve de tout dans les lotissements. Il y a du bon et du moins bon. Tout a été fait à travers le pays. Enfin, là aussi, il y a tout de même des contraintes qui deviennent de plus en plus fortes avec les SCOT, les PLU, voire PLI, qui seront de plus en plus nombreux, et sans oublier des réglementations diverses, et puis surtout un certain nombre de départements, je dois le dire, c'est le cas en Alsace, les 2 départements ont mis en place depuis des années des agences départementales d'aménagement et d'urbanisme qui donnent d'utiles conseils aux collectivités avant qu'elles ne se lancent dans le projet, donnent des conseils en amont. Et il y a également les CAIE. Soit dit en passant, on ne sait pas très bien. Vous m'excusez, mon cher président, mais je parle rarement en commission. Alors que pour une fois, je prends la parole, je me permets de prendre un peu mon temps. Voilà. Cela étant dit, j'en ai terminé. Merci, mon cher collègue. Pour le groupe CRC, Madame Gontier-Morin. Je parle jamais. Oui, merci à nos intervenants de nous éclairer, parce qu'on n'est pas forcément des spécialistes de ces questions, encore que théoriquement rien. Moi, j'avais 2 questions plus particulières. On a parlé des seuils, mais on n'a pas abordé la question des abords. Et visiblement, la nouvelle loi qui arrive modifie le code de l'urbanisme et introduit la notion de périmètre délimité négocié, si j'ai bien compris, en lieu et place de la mise en place automatique des 500 mètres autour des sites classés. Ma deuxième question, moi j'ai une interrogation, mais on se l'était déjà posée dans cette commission, c'est sur la gestion de l'intérêt patrimonial de monuments plus récents. Parce que j'ai évidemment dans mon département, les Hauts-de-Seine, un exemple assez douloureux qui est une école d'architecture qui est propriété de l'État, que France Domaine est en train de vendre et qui, de fil en aiguille, est laissée à l'abandon et se dégrade. À un tel point qu'à un moment donné, il faudra sûrement la détruire si ça continue comme ça. Or, je pense que ce sont ce type de sites qui représentent des intérêts tout à fait importants. Or, on semble y prêter moins d'attention. Et enfin, à votre avis, parce que j'arrive pas à me faire d'idées sur la question, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'écoles d'architecture dans notre pays ? Merci. Pour le groupe écologie, Madame Blandin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur Leleu évoquait, en les fustigeant, les carcans qui pèsent sur la profession. Il y en a quand même qui sont utiles. En région Nord-Pas-de-Calais, nous avons eu quelques mésaventures, non pas dramatiques comme l'effondrement du T9, mais un grand architecte qui nous avait fait un toit sur une école d'art, le Frénois, avait dû négliger ce qu'on appelle G, la gravité. Donc il y a certaines règles qui sont utiles. Mais je corrige tout de suite ce propos qui pourrait paraître désobligeant alors que des mésaventures arrivent à chaque profession, pour dire que nous soutiendrons le droit d'expérimentation et que nous sommes très sensibles à l'idée de l'étendre d'ailleurs à ce qui est de l'habitat, parce que effectivement la façon de vivre de chacun mériterait un assouplissement des normes pour peu, mais cela est très bien rédigé dans la loi, pour peu qu'il y ait obligation de résultat et suivi, c'est-à-dire
on poursuit bien le même but, la même mission, mais on n'est pas obligé de se plier exactement au même nombre de mètres carrés, etc. Donc ça serait intéressant de fouiller ça si il y a bien sûr la confiance et le dialogue et le suivi. J'ai une question sur les CAUE. Les écologistes sont très sensibles à cette notion nature-culture, quoi, paysage-architecture. Et vous nous dites, il faut conforter leur mission. Alors nous vous entendons, il y a deux solutions. Il y a les moyens, et ça on bute sur le budget, mais on s'y attachera régulièrement. Mais il y a aussi les textes, la loi. Est-ce que vous attendez une modification des textes sur les missions des CAUE, ou une obligation qu'ils existent dans chaque département, ou des choses comme ça, ou une obligation de procédure pour passer par eux? Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? Deuxième question, certains ont évoqué la COP 21, le HQE, le bioclimatique, tout ça, ça fait beaucoup de contraintes. Est-ce que vous pouvez les vivre comme une opportunité de créativité, et est-ce qu'il y a des recherches sur les matériaux? Est-ce que vous êtes associé à des recherches sur les matériaux? Voilà, je crois que... Ah oui, vous avez beaucoup parlé de la dérive du moins-10 ans. C'est une vraie catastrophe, effectivement, que de tirer vers le bas la profession, la qualité, etc. Mais les élus sont aussi victimes des dérives, des surcoûts galopants, au point que quand on signe, on sait d'avance que c'est pas sincère. Donc, est-ce que ces surcoûts sont dus à des modifications de la commande? Je pense par exemple à la catastrophe de la Philharmonie, où vraiment l'architecte s'en va en claquant la porte, la commande a changé en route, etc. Ou bien est-ce que la dérive des surcoûts n'est-elle pas interprétable comme un palliatif à la dérive du moins-10 ans? Auquel cas, on aurait peut-être intérêt à se mettre d'accord pour supprimer ensemble ces deux dérives. Voilà. Sur les règles, la première intervention, il n'est pas question de proposer de nouvelles normes. Il est question de proposer de nouveaux usages auxquels les normes devront s'adapter. Et ça, c'est une question quand même assez importante et qui va de pair avec ce qui a été dit par deux intervenants sur la capacité de réception publique des projets. Une norme n'est pas un objet débattu dans l'espace public, mais un bâtiment est discuté, approuvé, critiqué. Donc, je reviens sur le dialogue. Le dialogue qui, aujourd'hui, n'existe pas au niveau du choix initial. C'est-à-dire, les concours se passent dans l'anonymat. Enfin, il y a des concours dans le concours pour savoir qui a fait quoi, mais se passe dans... Comment va-t-on s'engager avec quelqu'un avec lequel on doit vivre, discuter, respecter le prix, respecter l'usage, respecter la capacité de réception publique, si on ne le voit pas, si on ne sait pas comment il se comporte devant une simple question, comment il paraît solide, déstabilisé, fou ou raisonnable. C'est cette question. Maintenant, sur les CAUE, il est bien certain que le bouleversement territorial a rebattu les cartes. Mais il est évident que je ne sais pas à quel niveau les départements vont-ils exister, les régions vont-elles exister. Enfin, supposons que tout ça existe, il faut des pôles de compétences, au moins au niveau régional, qui regroupent tous ces intervenants et qui sont un élément de ressources. Pour revenir sur l'expérimentation dans le logement, il faut savoir que dans les années 75, disons le changement de la politique du logement en France, l'abandon des grands ensembles, 1/1000 des crédits publics étaient affectés à l'expérimentation sur le logement. On pourrait, ça a existé, ça n'a pas donné de mauvais résultats. Dernière chose, peut-être, non, je vais
vais quand même laisser mes amis parler. Merci. Madame Linet. On n'avait pas répondu tout à l'heure à notre vision de la proposition de loi. Donc je voulais vous dire que la stratégie nationale pour l'architecture a fait énormément de propositions et qu'on serait ravis que le reste des propositions intègre un jour les lois, effectivement, même si on est... Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas objets de loi, qui peuvent être mises en place sans légiférer. Je vous rejoins complètement sur les zones artisanales et les zones économiques qui doivent faire l'objet de la même attention que les lotissements. Ensuite, je voulais vous dire, pour la phase de dialogue, effectivement, on a cette procédure de concours qui est exemplaire et qui doit être mise en place le plus possible. Néanmoins, pour des projets en dessous des seuils, on a aujourd'hui des procédures adaptées qui sont souvent donc des notes d'intention des architectes, donc pas très bien encadrées, il faut le dire, mais l'idée, c'est ça, c'est une note d'intention sans projet. Et dans le cadre de ces procédures, il y a souvent pas de dialogue du tout. Alors que c'est typiquement le genre de procédure où, vu qu'il n'y a pas de projet et simplement des intentions, il nous paraît capital que ces sélections soient faites en 2 tours, de présélectionner les candidats, puis de légèrement les rémunérer pour le travail accompli et d'instaurer une phase de dialogue obligatoire, au moins dans ce genre de procédures qui ne sont pas anonymes de toute façon la plupart du temps. Et qui permettraient pour le coup de s'engager avec un architecte et un maître d'ouvrage en voyant la cohérence des propositions effectuées. Pour... Vous parliez tout à l'heure de gestes architectural. Je pense qu'on n'ajoute pas un geste architectural, mais qu'au contraire, la conception architecturale et la créativité architecturale est inhérente au fait de répondre à un programme et même se bonifierait presque grâce aux réglementations. On s'appuie là-dessus pour créer. Donc c'est un projet complet de conception et on ne peut pas, je pense, dissocier un bâtiment qui répondrait à des normes plus un geste architectural. Je pense que c'est une mauvaise vision du travail de l'architecte. Et ensuite, sur le surcoût dont vous parliez, je voudrais quand même rappeler que, par exemple, les procédures adaptées qui sont souvent choisies au moins 10 ans, le coût des honoraires, dans un coût global de projet de construction pour une commune, le coût des honoraires de la maîtrise d'œuvre est relativement minime. Je veux dire, à quelques pourcentages que ce soit, entre le coût de la construction du bâtiment, du terrain, son entretien, les prêts, le coût financier et l'appui, l'honoraire de maîtrise d'œuvre est un delta relativement minime pour la maîtrise d'ouvrage. Par contre, pour l'architecte, c'est la garantie de pouvoir travailler de façon sereine, c'est-à-dire engager le bon nombre de personnes et passer le bon nombre d'heures sur le projet. Voilà. Je voulais répondre à la question de Madame Robert concernant les ressources en région. Dans la stratégie nationale pour l'architecture, nous avons fait un certain nombre de propositions sur cette question, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a une inégalité aujourd'hui entre l'Île-de-France et un certain nombre de territoires où les compétences architecturales en termes de conseil sont disséminées, moins réunies, et les compétences au sein de la maîtrise d'ouvrage sont également disséminées et peut-être moindres que dans certaines instances de métropole. Il est certain que des espaces de concertation, de réunion, de revue de projet, par exemple, qui mettraient autour de la même table les chefs de STAP, les ABF, qui sont en général la même personne, les CAUE, les architectes conseils de l'État, on n'en a pas parlé, mais ils sont présents dans tous les départements auprès des DDT. Ils sont également présents dans chaque DRAC et nous prônons le fait qu'ils soient de plus en plus présents dans les DREAL. Aujourd'hui, il y a un architecte conseil de l'État en DREAL Rhône-Alpes uniquement. Et donc, cette réunion des compétences peut permettre sur des projets complexes, on ne peut pas forcément traiter de tous les projets, mais les projets complexes et les projets à enjeu peuvent permettre d'avoir un avis concerté, complémentaire de tous ces acteurs
du conseil architectural. Et donc ça, c'est un élément très important qui peut, d'ailleurs, pour certains de ces personnes, je pense en particulier au STAP et au CAUE, de renforcer des avis qui sont généralement les mêmes, mais n'étant pas réunis, ils sont fragilisés. Alors concernant la question des concours, il ne s'agit pas de modifier les concours, il s'agit de légèrement les améliorer par une phase de dialogue, parce que effectivement le concours est une très bonne procédure et vous avez raison, monsieur, en général, il n'y a pas là le systématisme du moins-disant dans les concours. Pourquoi? Parce qu'on parle du projet, le jury parle du projet, fait son choix, fait un classement des candidats et ensuite regarde la question de l'offre de rémunération une fois que l'anonymat est levé. C'est effectivement la question de l'anonymat qui est un peu problématique et l'absence de dialogue. Ceci dit, on peut parfaitement interroger des candidats sous couvert de l'anonymat pour avoir des réponses. Donc il y a des formes de dialogue qui peuvent exister. Sur la question du nombre d'écoles d'architecture, il est certain qu'avec la reconfiguration des régions, une école d'architecture par région, ça semble être le minimum. Dans certaines régions, aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 déjà. La présence d'une école d'architecture en région permet aussi des dialogues sur la question de la recherche en architecture, sur la recherche en typologie, sur des échanges qui peuvent exister entre les élus et les écoles et des thématiques qui peuvent être communes entre certaines collectivités et des thématiques pédagogiques développées dans les écoles. Dernier sujet, celui des surcoûts. Là, je pense qu'il y a une responsabilité partagée, parce que c'est vrai que la profession d'architecte s'est fragilisée depuis quelques décennies, puisqu'elle a laissé sortir de ses structures professionnelles des maîtreurs, des économistes, des ingénieurs. Et donc, quand on plaide pour une maîtrise d'œuvre forte, on essaye de faire le chemin inverse. Mais je parle de responsabilité partagée parce qu'on est quand même assez régulièrement confronté à des budgets qui nous sont proposés pour des programmes et des budgets parfois irréalistes. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'annonce d'un budget abaissé par rapport à la réalité, quelquefois, facilite la communication sur le projet. Donc le surcoût, il faudrait qu'il soit évité à l'origine par des faisabilités plus grandes qui prennent en compte les caractéristiques des sites, certains sont plus complexes que d'autres, les caractéristiques des programmes, les règles d'urbanisme qui quelquefois induisent à des projets plus découpés, plus complexes que sur des terrains plus simples. Et la question économique dans la faisabilité doit aussi être abordée comme un conseil aux donneurs d'ordre pour établir le budget. Il y a une confrontation à faire à ce moment-là. Ensuite, bien évidemment, la profession d'architecte doit prendre sa part de responsabilité par rapport à ça. Bon, par exemple, on parlait de la Philharmonie tout à l'heure, qui est une procédure particulière dans laquelle l'architecte n'a pas eu le même rôle que dans un système de concours classique, par exemple, où là, le contrôle économique peut être tout à fait maîtrisé par l'architecte et son équipe de maîtrise d'œuvre. Sur cette question-là, il faut aussi faire très attention, je reviens sur les concours, la question des images est une sorte de miroir aux alouettes quelquefois, c'est-à-dire qu'il faut plus s'attacher au contenu d'un projet, à son plan, à sa spatialité, à son insertion urbaine, qu'à une image qui quelquefois est très trompeuse, donc il faut plutôt minimiser cet aspect-là.
Merci. L'heure avançant très rapidement, je vous demanderai d'être bref dans vos questions et dans vos réponses pour que tout le monde puisse s'exprimer. Madame Jacot. Donc, je voulais répondre aux questions sur le patrimoine qui a été faite par... Donc, effectivement, la loi a une disposition assez intelligente qui dit qu'on ne trace plus un cercle de 500 mètres autour d'un monument, mais qu'on va faire des périmètres réellement réfléchis par rapport aux perspectives, aux vues, par rapport à ce monument, par rapport à sa position, aux positions des abords par rapport au monument. Donc ça, c'est quelque chose que nous trouvons intelligent, d'autant que ça introduit, là encore, une approche urbaine, architecturale, patrimoniale, plus fine que celle qui existait auparavant. Ensuite, l'intérêt de labelliser des bâtiments, il est 20e même. Alors, évidemment, il n'y a pas de contrainte dans cette labellisation. On peut le regretter. Néanmoins, elle permet d'introduire un dialogue, puisqu'il faut l'autorisation, bien entendu, du propriétaire. Elle permet aussi d'alerter les élus sur la qualité d'un bâtiment. Donc, c'est aussi une mesure que nous trouvons tout à fait satisfaisante et qui permettra de sauver certains bâtiments qui malheureusement sont condamnés, parfois pour des raisons souvent économiques et très dommageables pour notre patrimoine. Et dernière question aussi sur le nombre d'écoles. Donc je rappelle que la Bourgogne-Franche-Comté, la région centre et la Corse n'ont pas d'école d'architecture. Et donc voilà. Et certaines grandes régions n'en ont qu'une. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par exemple, n'a qu'une seule école tout à fait au nord. Donc c'est quand même très très dommageable parce qu'on voit très très nettement que la qualité architecturale s'améliore dès qu'il y a une école dans une région. C'est tout à fait évident. Les architectes formés dans l'école vont s'installer dans la région, etc. Et on voit bien, nous, dans nos populations, si je puis dire, d'architectes, que les régions sans école ont moins d'architectes que les autres. Voilà. Je voulais aussi simplement dire que oui, la transition écologique est une opportunité pour les architectes et pour l'architecture en général. Bien entendu, c'est une contrainte supplémentaire dans la mesure où il y a des objectifs, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important. En France, ce n'est pas une habitude, mais de substituer à cette création perpétuelle de normes, de substituer une logique d'objectifs en donnant aux professionnels, je reviens à cette nécessaire culture, confiance par rapport aux professionnels qu'il faut absolument que les législateurs aient, que les élus aient, c'est-à-dire on nous donne des objectifs, bien entendu, c'est très normal, mais laissons aux professionnels le choix des chemins pour y aboutir. Et si le permis de faire peut être un des moyens de proposer de nouveaux usages qui permettront de montrer qu'il y a d'autres moyens que des normes extrêmement contraignantes pour aboutir aux objectifs. Voilà. Et madame, je suis entièrement d'accord, il faut absolument étendre l'obligation donc d'avoir recours à un architecte aux zones commerciales et aux zones d'activité, qu'elles soient des lotissements ou pas. Elles ne sont pas toujours des lotissements, parce que dans la loi, c'est écrit le mot lotissement. Donc, effectivement, ce ne sont pas toujours des lotissements. Donc, si on pouvait les étendre à toutes les zones commerciales, etc. Et alors, pour compléter cela, il faudrait aussi, et ça, nous ne l'avons pas demandé, mais il aurait fallu le faire, et je pense que c'est peut-être pas trop tard, c'est que les règlements d'urbanisme, toutes les règles urbaines, on fasse appel pour ces règles urbaines à des concepteurs et à des architectes et à des paysagistes et à des urbanistes, et que ces règlements d'urbanisme ne soient pas simplement de terribles copier-coller faits au rabais, il faut bien le dire, avec toujours cette idée pour les collectivités locales que c'est pas la peine d'investir beaucoup, alors que c'est le projet même de leur ville qui est en jeu souvent, et que voilà, faire appel à un architecte ou à un paysagiste serait totalement indispensable dans ces conditions. Merci beaucoup. Madame Manière. Oui, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Juste 3 choses. Au niveau des
centres de ressources dont vous parlez, il ne faut pas oublier que les SAU ont l'avantage d'être des organismes de proximité, surtout dans les territoires ruraux. Si on fait des centres de ressources régionaux, surtout avec nos grandes régions, quand il y aura 300 km à parcourir, plus un particulier n'ira. Donc je pense qu'il faut, je pense qu'il faut doubler, avoir des centres effectivement régionaux, mais avoir vraiment des antennes ou ce que vous voulez à proximité des gens, ça c'est très important. Au niveau de la transition écologique, c'est une vraie opportunité, mais je pense les architectes s'en sont saisis depuis déjà un bon moment. On ne peut pas raisonner sans le climat, on ne peut pas raisonner sans ça. Je ne pense pas que ce soit un surcoût, parce qu'on oublie toujours qu'il faut raisonner en coût global, et que quand on fait de la RT 2012, comme vous dites, tout du PEPOS, c'est-à-dire du passif et du positif qui va venir en 2020, on ne consomme plus, et donc on fait des économies sur le coût global. Et de la même façon dont Lucie Ninet parlait de coût global, les honoraires des architectes représentent entre 1 à 2% du coût global, c'est-à-dire la construction, l'entretien et la maintenance et tout ce qui est afférent. Quand effectivement on fait quelques économies sur ces 1 ou 2%, vous imaginez bien que c'est peanuts et que par contre ça se traduit par une forte augmentation, soit sur l'entretien, soit sur la construction ultérieure. Merci. Merci. Monsieur Froliger ? Très rapidement. Dans le cadre des CAUE, pour l'instant, la démarche est volontaire par rapport aux particuliers. Donc c'est ce qui est quand même relativement vertueux, mais peut-être peu utilisé. C'est vrai qu'on pourrait les encourager. Donc l'aspect participatif, il existe aussi avec les moyens du numérique, peut-être une autre façon de les solliciter. D'autre part, je rejoins Marie-Françoise Manière, l'échelle départementale et l'échelle de référence et de proximité, donc elle est à maintenir absolument. Au niveau régional, les maisons de l'architecture fonctionnent pour le rayonnement et la diffusion de l'architecture, donc c'est l'autre aspect qui pourrait être aussi développé pour la sensibilisation à l'architecture. Voilà. Merci. Je vais donc prendre une série de 4 questions de chacun de nos collègues. Il y a encore 8 intervenants. Donc, Madame Blondin, pardon. Voilà. Vous avez les uns et les autres évoqué les missions, le rôle de l'architecte auprès des élus, auprès de la population, ces nouvelles modalités qui sont demandées. Vous avez évoqué également une évolution dans les pratiques professionnelles. Moi, je voudrais vous interroger, non pas sur le nombre d'écoles, mais sur la formation elle-même. Pensez-vous que la formation soit adaptée à toutes ces évolutions de réglementation que vous avez évoquées et également à cette nécessité d'avoir cette culture architecturale au sein de la formation? Vous avez évoqué les salariés également des agences ou des cabinets. Les architectes des PLG, je crois, sont terminés maintenant depuis 2007. Ils sont remplacés par les architectes master ou du type master ou quelque chose comme ça. Voilà. Quelles sont les professions associées que vous pouvez intégrer, comment y travailler et les former, parce que je pense que sur les 20, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine d'écoles nationales d'architecture. Bon, les régions, il y en aura 13, mais dans les régions, effectivement, il est important d'en avoir et on sait que chaque territoire a sa spécificité architecturelle et dans le mien également. Vous avez évoqué les CAUE. Mon département a mis très longtemps avant d'en avoir un. Il vient d'en avoir un depuis 2-3 ans et qui est justement un outil auprès des petites communes qui n'ont pas les capacités d'avoir un service adapté, etc. Et donc, voilà. Et les communes y adhèrent à hauteur de 50 € par an, mais bénéficient d'un service qui dépend du conseil départemental.
Et puis, tout à l'heure, concernant l'extension de l'obligation d'avoir un architecte, pour les particuliers également, est-ce que ça intéresse vraiment les architectes, pardon, de devoir s'intéresser à un permis de construire, un petit permis, parce que très souvent, moi, il y a plusieurs années, oh non, c'est pas un projet intéressant pour nous, voilà, on n'y va pas, faites ça avec un autre corps de métier. C'était un peu mon avis. Merci, Monsieur Dufaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Deux petites observations rapides. La première sur les CAUE, que je connais assez bien puisque j'ai présidé le CAUE de mon département pendant 9 ans. Tout à fait d'accord pour dire que l'échelle de proximité départementale est irremplaçable, il faut la maintenir. Deuxièmement, ils sont les interlocuteurs privilégiés des élus locaux et des particuliers, surtout dans la ruralité. Et la fragilité actuelle est surtout due à des besoins de financement supplémentaires. Mais je pense que les missions qui leur sont confiées sont parfaitement à la fois connues et appliquées sur le terrain. Deuxième observation, je crois que c'est l'article 26 quater qui, effectivement, ouvre la nécessité aux architectes de participer au lotissement, au permis d'aménagement de lotissement. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il y a une profession qui, de tout temps, a procédé à ce type de permis d'aménagement, ce sont les géomètres experts, qu'ils ont les capacités pour le faire et que ce n'est pas forcément nécessaire de leur associer un architecte. Les permis, les documents d'arpentage, les bornages qui suivent, etc., leur donnent véritablement une mission sur les permis de lotissement, au moins ceux de petite taille. Alors, bien sûr, j'ai entendu tout à l'heure M. Freuliger qui disait qu'il faut définir des volumes, mais je pense que le géomètre, avec son expérience, a aussi la capacité de définir des volumes et imaginer ce que sera dans le futur le lotissement. Bon, surtout s'il est de petite taille, on peut définir un seuil. Mais je pense qu'en séance, il y aura un débat intéressant sur ce sujet et sur cet article. Voilà. Pour ne rien vous cacher, dans une vie antérieure, j'ai été géomètre expert des PLG. Merci. Madame Pruneau. Merci, Monsieur le Président. J'interviens en complément de ma collègue Brigitte Gontier-Morin sur les seuils, justement. Parce que sur nos territoires, enfin le mien ne doit pas être unique, nous avons déjà des demandes de rendez-vous de maîtres d'œuvre, architectes à nos permanences. Donc ça me semble être un souci très important et je comprends pourquoi. Parce que donc actuellement ils peuvent, les maîtres d'œuvre peuvent établir des plans, enfin suivre un projet particulier, bien souvent dans des maisons individuelles ou lotissements communaux, c'est ce que l'on a remarqué de plus en plus. Et la demande, je sais, je n'ai pas encore eu ces entretiens, mais la demande tient sur ne pas élever le seuil. Donc voilà, c'était 140 mètres carrés, je crois. Vous avez parlé du retour à 2012. Un des intervenants ou une des intervenantes, j'aimerais avoir plus de précision, parce que je n'ai pas encore cette connaissance à ce jour. J'ai bien pris note de vos interventions, de plusieurs parmi vous, nous précisant bien, nous rappelant bien qu'il n'y avait pas de surcoût à travailler ou à employer un architecte. Par contre, ça, voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas dans la tête de nos concitoyens. Je dois dire que la première réaction lorsqu'ils construisent, vous voyez, avec des salaires moyens, hein, et nous, dans notre région, en Côte-d'Armor, l'agroalimentaire majoritaire dans le département n'apporte pas de gros salaires. On a des lotissements de plus en plus nombreux, des terrains de plus en plus petits, 300 mètres carrés, puisque maintenant on privilégie aussi ne pas prendre trop d'espace. Ça, c'est bien. Donc des maisons qui ne dépassent pas la plupart du temps 120 mètres carrés, nous, dans notre territoire. Hein. Voilà. Donc c'était pour vous dire que
que nous avons ce souci-là et comment peut-être discuter, nous, sur nos territoires avec les architectes au niveau de chacune de nos villes pour mieux informer peut-être aussi nos citoyens que nous le faisons actuellement. Voilà, je vous remercie. Voilà pour cette audition qui s'est tenue ce matin au Sénat dans le cadre de la préparation de l'examen du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. C'était des auditions de la Commission de la Culture présidée par la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly avec le rapporteur Jean-Pierre Leleux qui ont auditionné de très nombreux architectes, notamment l'urbaniste et architecte Paul Chemetov. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi avec Sénat 360 présenté par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.